va donner la parole à Paul Méria, avec beaucoup de co-auteurs, dont le docteur Coffin, qui est ici aussi, un radiologue, pour un autre organe. Cette fois-ci, on va passer au rein. La cryothérapie des petites tumeurs rénales sous anesthésie locale, étude prospective monocentrique de faisabilité. Donc, on a dit tout à l'heure que la néphrectomie élargie avait largement disparu de notre activité quotidienne. Elle est réservée quand même à des cas de très grosses tumeurs, mais pour les petites tumeurs, c'est vrai que l'arsenal thérapeutique est assez riche. Elle n'est pas intégrée dans le film. Hein. Et la cryothérapie en fait partie. Ouais, non, mais j'ai pas de lien. J'ai pas de lien. Ah, Paul. Merci, Monsieur le Président, mes chers maîtres et mes chers collègues. Donc, je vous remercie de m'accueillir dans cette prestigieuse institution donc, pour parler de la cryothérapie des petites tumeurs du rein sous anesthésie locale. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, les cancers du rein sont, dans plus de la moitié des cas, découverts de façon fortuite et, bien entendu, on découvre des tumeurs de plus en plus petites. Ce qui nous a permis de développer, effectivement, comme disait Pierre tout à l'heure, des techniques de préservation parenchymateuse, aussi bien par chirurgie que maintenant par robotique ou même par des traitements physiques percutanés. Alors on a fait des traitements par radiofréquence et puis petit à petit on en est venu à la cryothérapie. Alors la cryothérapie c'est quelque chose quand même d'assez ancien qui est utilisé dans de nombreuses spécialités. On connaît bien maintenant les effets du froid. Et puis petit à petit, donc, on l'a appliqué au traitement des tumeurs. Et ce qui nous a permis justement d'appliquer ça au traitement des tumeurs du rein, ce sont les progrès réalisés dans le domaine de l'imagerie, comme on l'a vu depuis tout à l'heure, toutes les images magnifiques qu'on a pu voir, ça nous a permis également de focaliser beaucoup mieux les traitements. Alors, il faut que je mette un peu plus près, excusez-moi. Donc les objectifs de ce travail, c'était essentiellement d'abord d'évaluer la faisabilité, la tolérance et les résultats à moyen terme de la cryothérapie percutanée sous anesthésie locale. C'est ça la véritable nouveauté, c'est que par rapport aux autres équipes, nous on a vraiment traité les patients sous anesthésie locale et sous contrôle scanner pour des tumeurs de moins de 4 cm. Enfin vous allez voir qu'on a un petit peu débordé parfois pour des raisons d'indication un peu forcées. On a un peu dépassé. Alors, un bref rappel sur la cryothérapie. En fait, la cryothérapie des tumeurs est basée sur un double cycle, c'est-à-dire qu'il va y avoir une alternance de refroidissement et de réchauffement. Ces deux cycles, à la fois de refroidissement, vont agir par des mécanismes différents pour arriver au final au même résultat, c'est-à-dire qu'il va y avoir une rupture par le froid des membranes cellulaires et le réchauffement va induire complètement la rupture de la cellule. C'est-à-dire qu'il va y avoir à ce moment-là un gonflement de la cellule au moment du réchauffement et elle va donc éclater. Alors, le matériel, aujourd'hui, vous voyez, grâce à la miniaturisation des sondes, maintenant on a des sondes de 17 ou 18 gauges et donc on peut les introduire par voie percutanée avec comme objectif la création de ce qu'on appelle le highball, la boule de glace. Vous voyez, puisque aujourd'hui la température à atteindre, c'est moins 40 degrés. Pour avoir une efficacité, on a beaucoup disserté sur les températures, moins 20, moins 30. Aujourd'hui, on considère que c'est moins 40, c'est la température minimum qu'on doit avoir au centre de la boule de glace. Et vous avez ici des courbes isothermes à l'extrémité de la tige. Et ces courbes correspondent sur des pièces histologiques à différentes zones. Vous avez ici, alors je ne sais pas si j'ai une flèche, mais sur la partie droite, merci beaucoup. Donc sur la partie droite, ici c'est la zone qui a été donc nécrosée puisqu'elle se situait à la plus basse température. Ici, c'est une zone que l'on peut appeler la marge de sécurité, c'est-à-dire que, comme pour toute chirurgie carcinologique, on essaye d'avoir une marge de sécurité de quelques millimètres. Et puis, vous avez ici le tissu sain qui n'a pas été traité puisqu'il était en zone pratiquement normothermique. Alors, notre étude a porté sur une période de juin à septembre 2013. On a retenu comme indication des patients ayant des petites tumeurs de moins de 4 cm, même s'il y en a eu un ou deux qui ont un peu dépassé cette limite, des stades donc T1A non métastatiques, avec comme indication principale la préservation de nécessité du capital néphronique, avec des contre-indications également relatives à l'anesthésie chez des patients âgés.
Et puis il y a eu quelques cas où j'ai mis en italique, c'est le choix de certains patients où on leur avait un peu tout expliqué et ils ont été un peu séduits par la méthode et nous ont demandé si on pouvait leur proposer ça. Tous les patients ont eu une biopsie. Ça aussi, ça n'est pas fait par toutes les équipes. Nous, on a choisi de biopsier pour savoir ce qu'on traitait et une IRM le plus souvent ou un scanner préthérapeutique, quelquefois même les deux. Alors, la technique donc d'anesthésie locale consiste à... Vous allez voir si on a le temps tout à l'heure, j'ai une vidéo de 2 minutes, hein, on va voir si on a le temps de la passer parce qu'elle n'est pas incluse dans la présentation. Donc anesthésie avec de la xylocaïne, avec une anesthésie superficielle et profonde, afin de pouvoir introduire des sondes sous contrôle scanner. Ces sondes, elles sont graduées, on sait exactement à quelle profondeur elles vont. Et on va utiliser donc des cycles de refroidissement, d'abord avec du gaz argon, pendant 10 minutes. Ensuite, il y a un réchauffement passif, c'est-à-dire qu'on arrête tout refroidissement et la température remonte. Et puis, on refait un deuxième refroidissement à nouveau avec de l'argon à 10 degrés. Et à la fin, le réchauffement est un réchauffement actif, c'est-à-dire que là, pour pouvoir retirer les sondes qui sont gelées à leur extrémité, on va devoir réchauffer pendant 1 ou 2 minutes avec de l'hélium. Le scanner de contrôle est réalisé régulièrement pendant l'intervention pour savoir effectivement où on est placé et pour s'assurer qu'il n'y a pas de complications pendant l'acte. Alors, les patients, donc il y avait 129 patients, vous voyez déjà des patients assez âgés, de plus de 70 ans en moyenne. Il y avait un tiers des patients qui avaient même plus de 75 ans, une prédominance masculine. Et vous voyez quand même que à peu près 2 tiers des patients avaient des comorbidités assez importantes. Dans un tiers des cas, c'était vraiment une indication de nécessité pour une préservation néphronique. Il y a eu 5 cas de greffons des transplants rénaux, donc qui avaient développé des cancers sur le greffon, 22 reins uniques, et puis il y avait des patients qui avaient plusieurs tumeurs, donc on a traité 131 tumeurs. Alors vous voyez que la taille moyenne des tumeurs était vraiment 25 mm, quoi, à part une ou deux qui ont dépassé les 4 cm, avec des tumeurs qui étaient assez bien réparties, mais c'est essentiellement des tumeurs médio-rénales, comme vous le voyez. Et on a donc observé une durée de traitement tout compris, hein, vraiment là tout est compris, d'environ 1h20, avec quelques extrêmes, mais cette durée a nettement régressé depuis maintenant la courbe d'apprentissage ayant été atteinte. Alors le nombre de sondes utilisées, parce que compte tenu du volume tumoral à traiter, on est obligé d'utiliser parfois plusieurs sondes. Et vous voyez qu'en moyenne, on a été obligé d'utiliser 3 sondes, exceptionnellement 5 sondes pour des tumeurs vraiment volumineuses. Et dernière chose, sur le plan technique, il y a eu donc 15 patients chez lesquels il a fallu faire un geste complémentaire. Ce qu'on appelle un geste complémentaire, c'est pour éloigner par exemple le côlon ou l'urtère en injectant du gaz carbonique ou en injectant du sérum physiologique. C'est pour modifier un peu les conditions locales pour obtenir des conditions plus sûres. Alors la tolérance, alors il y a une manque. Bon, je suis désolé, il manque un encadré. J'avais rajouté ici, mais il n'est pas passé avec le MAC. C'était les tumeurs. L'histologie des tumeurs était pour les 3/4 d'entre elles des carcinomes à cellules claires. Il y avait 20% de carcinomes papillaires ou tubulopapillaires. Il devait y avoir 3 ou 4% de chromophobes. Et le reste, il y avait un peu de tout, quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est la tolérance, puisque vous voyez que tous les patients ont eu donc une échelle visuelle analogique pendant et après. Et vous voyez qu'on est à un chiffre qui est quand même très bas, de l'ordre de 1,5, en sachant que quelquefois, et Alexandre, qui est le radiologue qui est ici, vous le dira, le chiffre est assez élevé au début, mais en fait, dès qu'on déclenche le refroidissement, il y a l'effet analgésique du froid qui fait que tout de suite, la douleur qui aurait pu éventuellement apparaître disparaît très vite, en fait. Alors, les suites opératoires, vous voyez qu'en général, les patients sont restés 1 jour, à une durée moyenne de séjour qui est 1,2, parce que vous allez voir qu'on a quelques complications. 10% de complications, finalement, classées 1 ou 2 dans la classification de Clavien. C'était essentiellement de la fièvre ou une hématurie. Il y a eu un syndrome confusionnel. Et puis, on a eu un pneumothorax chez un patient qui avait une ponction pleurale. Il y a eu quand même 2 cas de complications graves. Un patient avait un rein unique et il a eu un caillotage de la voie excrétrice. Il a fallu lui monter une sonde. Il y avait une grosse hématurie. Et puis nous avons une fistule urinaire
il y a une voie excrétrice qui s'est jamais refermée malgré un drainage bien fait. Il a fallu, ce patient avait 2 reins fonctionnels, il a fallu lui faire une néphrectomie. On n'a pas constaté d'altération significative de la fonction rénale chez ces patients. Il y a eu une baisse du débit de filtration glomérulaire de 5 ml par minute, donc pas grand-chose. Et voici une courbe donc, de survie. Alors, on a un suivi moyen, vous voyez, qui n'est pas très important, on a 18 mois. La moyenne de survie donc, des patients 41 mois, avec à 2 ans une survie sans récidive qui est de 82%. Il y a eu, alors on a inclus dans la survie là, les patients, parmi les récidives en tout cas, les patients qui ont une 2e tumeur. Hein. Donc c'est pour ça que nos chiffres sont un petit peu inférieurs à ceux de certaines séries, avec une survie globale et une survie spécifique donc qui sont, vous voyez, de 100%. Et puis il y a eu quand même, donc, comme on vous l'a dit, 13 patients pardon, qui ont eu un 2e traitement parce que on considérait qu'à l'imagerie, il y avait encore de la tumeur active, et une 2e tumeur est apparue, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, quelques exemples, je ne sais pas si on y voit bien. Ici, on a 2 patients donc, avec une tumeur chez un patient qui avait déjà une fonction rénale altérée avec des reins qui n'étaient pas, vous voyez, pas très épais, une tumeur qui est ici, et ce patient-là, c'est un autre patient, tous les 2 avaient 70 et 80 ans, et une tumeur polaire inférieure ici, qui ont été traitées, et vous avez ici des images avec un recul de 1 an et demi à 2 ans, où on voit ici qu'il n'y a pratiquement plus rien, il y a une zone de fibrose, et également ici, où on a des zones de fibrose, il n'y a aucun tissu a priori vivant, puisqu'il n'y a aucune prise de contraste. Et un autre cas, alors je crois que là c'est pas le bon, tant pis, c'est pas grave, je voulais vous montrer surtout celui-là, qui est une tumeur médio-rénale sur rein unique. Et vous voyez que ce patient avait en plus un kyste juste à côté. Et voilà le résultat. Alors a priori, ici il y a de la fibrose, on pourrait éventuellement demander à Alexandre de commenter, mais c'est un résultat satisfaisant 18 mois après. L'autre, c'est un scanner, c'est un patient qui avait une tumeur, qui avait un pacemaker, on n'avait pas fait d'IRM, et au scanner on voit toute la zone de nécrose, mais c'est pas le plus significatif. Alors j'ai juste repris la dernière méta-analyse de Martine, qui a recensé, vous voyez, déjà 44 études sur la cryoablation, cryothérapies des petites tumeurs rénales. Alors il y a beaucoup d'études qui ont été faites par voie chirurgicale ou laparoscopique assistée. Il n'y a pas plus d'une quinzaine d'études par voie percutanée pure. Hein. Comme vous voyez quand même, les résultats sont, enfin tout au moins les patients inclus déjà à la base sont assez similaires à ceux que nous avons inclus, c'est des patients qui avaient 67 ou 68 ans, des tumeurs relativement petites, 2 cm et demi, avec un suivi un petit peu plus long que le nôtre, et avec ça ils ont observé des taux de succès vous voyez, de 95%, mais il y a quand même eu quelques cas dans la littérature de récidives avec des progressions locales et des patients qui ont eu aussi des métastases. Et nous, on a un patient là qu'on est en train d'explorer, on se demande s'il n'a pas une métastase pulmonaire, donc que probablement sera confirmé prochainement. Alors, finalement, en conclusion, les résultats à court terme sont dans l'ensemble assez intéressants, on va dire, avec une morbidité qui reste acceptable, vous voyez, de l'ordre de 10%, oui, c'est de l'ordre de 10%, c'est un peu comme le taux de retraitement d'ailleurs. Les questions qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est d'abord quels seront les résultats à long terme, et ça, l'avenir nous le dira. On a un PHRC qui a démarré là-dessus. Le PHRC, il y a un certain nombre de patients qui sont d'ailleurs inclus dedans. Et puis les indications à évaluer ou à réévaluer plus exactement. On va voir si on peut élargir ou s'il faut rétrécir les indications. Voilà, je vous remercie. Si vous avez 2 minutes, j'ai une vidéo. Si on peut passer, j'ai apporté la vidéo courte. Cryo-rein, voilà. Oui, on te remercie, mais si vous avez déjà des questions à poser le temps que la vidéo se lance, vous la voyez comme nous ? Voilà, on la voit, oui. Alors on peut envoyer si vous voulez. Donc voilà le patient qui a 2 sondes dans le cas présent. Non, loupé. Ouais, voilà. Alors ça c'est l'anesthésie locale. D'abord, est-ce que ça marche ?
Il n'en veut pas. Bon. Ça, c'est la prostate de Pierre Moser. Alors ça, non, c'est... Oui. Oui, quand cette technique est apparue, il y avait deux questions qui se posaient. Comment le froid se distribue-t-il dans le rein? Et il y avait des modèles qui ont été présentés qui étaient tous très faux, archi faux. Et Kleeman a démontré que la distribution et la répartition et l'extension du froid dans un rein ne se produisait pas de façon aussi idéale qu'on l'imaginait. Alors peut-être que ce problème a été réglé. Et le deuxième, qui était beaucoup plus gênant, c'était la fiabilité et l'interprétation de l'imagerie post-opératoire, post-traitement, pour savoir si l'image qu'on voyait était de la sclérose ou de la tumeur. Et là aussi, il y avait des choses troublantes. C'est-à-dire qu'il avait été démontré que là où les radiologues disaient « c'est de la sclérose, il n'y a aucune vascularisation, etc. », eh bien, bingo, c'était une tumeur. Et à l'inverse, où il disait, attention, là, il y a récidive, il y a de la vascularisation, donc intervention, exérèse de la zone douteuse, pas plus de tumeur que de beurre en broche. Donc ça, c'était au départ. Alors, il y a quand même 95, monsieur. Voilà, 84. Et la distribution du froid est plus complexe que prévu. Et l'interprétation de l'imagerie laissait une certaine anxiété à la fois aux radiologues, aux médecins et surtout aux patients. Est-ce que ces problèmes-là ont été bien réglés ? En grande partie, je vais pas peut-être laisser la parole à notre collègue radiologue en matière d'imagerie qui est quand même plus... Tu veux... Ouais. Il y a deux choses déjà, donc en termes de répartition du froid. Nous, ce qui est intéressant au scanner, c'est qu'on voit en direct le glaçon qui se forme. Donc vous avez vu qu'il y a une première phase de froid qui dure 10 minutes. On va partir d'une lésion qui est à la température du rein, c'est-à-dire à 37 degrés. Où on va déjà créer un glaçon qu'on va voir apparaître. Au scanner, on va voir ce glaçon qui apparaît. Plus on va utiliser d'aiguilles, plus les aiguilles vont agir ensemble. Donc on va vraiment avoir des gros glaçons qui apparaissent. Ensuite, pendant 10 minutes de chaud, le glaçon va disparaître, donc ça va faire exploser les cellules. On va repartir avec une tumeur qui est beaucoup plus basse, et on se rend compte que durant la deuxième phase de froid, on a vraiment un glaçon qui apparaît très rapidement, qui est visualisé au scanner, et sur lequel on se base pour vraiment couvrir la zone de traitement. Donc ça, déjà, je ne sais pas dans les années 90 comment elles étaient réalisées, mais nous, on visualise en direct la formation du glaçon, donc ça, c'est intéressant. Ensuite, les aiguilles qu'on utilise, elles ont été créées pour la prostate. Donc on travaille avec le laboratoire Galil, qui est israélien, qui a développé ensuite des aiguilles développées pour le rein. Donc on a aussi un matériel qui a beaucoup évolué. Là, on a des aiguilles nouvelles qui apparaissent tous les ans et qui, bien sûr, sont différentes de celles qui étaient utilisées à l'époque, développées pour un autre organe. Et donc maintenant, on a vraiment un matériel dédié au rein, donc qui est probablement plus efficace que ce qui était utilisé à l'époque. En termes d'imagerie, nous, on suit tous nos patients dès qu'on peut sous IRM. Donc on regarde bien sûr l'histologie initiale, on a eu des imageries pré-thérapeutiques, donc on sait comment se comporte la tumeur. On va donc savoir si la tumeur va se rosser dès le temps artériel ou sur un temps plus tardif. En IRM, on visualise vraiment donc la zone traitée complètement nécrosée. On n'a aucun rehaussement au centre de la lésion. Il y a toujours un liseré de rehaussement en périphérie, mais à distance de la tumeur. Et donc nous, nos critères d'imagerie sont vraiment l'apparition d'un nodule, d'un rehaussement suspect au milieu de la lésion, mais qui ne correspond pas forcément, comme vous l'avez dit, à de la tumeur. Et on est une équipe qui biopsie assez facilement. Donc dès qu'on a le moindre doute, on va aller biopsier la lésion sous contrôle scanner et pour voir effectivement est-ce que c'est une récidive tumorale ou juste un granulome inflammatoire qui peut se développer, avoir exactement la même sémiologie qu'une récidive tumorale en imagerie. Donc, quel pourcentage de patients cette interprétation est difficile ? On a à peu près 4% de récidive. C'est assez rare. On a un suivi qui est encore à moins de 2 ans. Pour l'instant, moi, dans mon expérience, j'ai pas encore. Le seul cas où j'ai une récidive tumorale, elle était assez évidente. Et les cas où on va avoir un nodule inflammatoire qui se développe, on a une surveillance qui est tous les 3 mois. On va les biopsier, mais c'est assez rare. Je pourrais pas vous dire un pourcentage, mais c'est pas. Dans la majorité des cas, on a vraiment une zone nécrotique qui va évoluer vers une diminution de taille, vers la cicatrisation, et sans rehaussement pathologique. Réponse courte pour chacun, puisque tu as le micro. Quid de l'écho de contraste qui semble très performante ? Très performante. Le problème, c'est la profondeur du champ. Donc, si on a une tumeur qui est de grosse taille, qui va être accessible sous échographie, l'échographie de contraste, c'est un excellent examen qui va vraiment permettre de voir la zone vascularisée. On le fait dans le foie, on le fait dans la prostate, comme on l'avait aujourd'hui. D'accord. Pour les zones profondes, on a des appareils qui sont de plus en plus performants, mais c'est encore, d'après moi, moins puissant que l'IRM. Et pour Paul, la cryothérapie, ça a été votre choix. Il y a la radiofréquence. La cryothérapie est connue pour être plus facile et moins de risque d'utilisation
dans tout ce qui est tumeur un petit peu sinusale et proche donc des zones à risque. C'est ce qui a justifié votre approche? Alors il y a deux choses, c'est que là aussi l'avantage, il y a plusieurs avantages, c'est qu'effectivement, d'abord c'est beaucoup moins douloureux. Les radiofréquences, on en a fait une 50aine à peu près avant de passer à la cryothérapie. Les malades avaient mal et il fallait vraiment les endormir. Ensuite, effectivement, le parapluie qu'on ouvre pour la radiofréquence, c'est quand même assez traumatisant. L'aiguille, là, nous permet effectivement d'aller à l'intérieur du parenchyme rénal et on a traité pas mal de tumeurs médio-rénales qui auraient été traitées par néphrectomie élargie. Parce qu'elles avaient ces tumeurs qui avaient un score rénal très important, on ne pouvait pas faire de partiel. Et je crois que c'est là la supériorité. Il y a un autre élément, c'est que par rapport à la radiofréquence, le taux de récidive, vous, il est de 4%, tu as indiqué, ce qui est un taux de récidive qui est faible. La radiofréquence, quand on avait vu les méta-analyses de radiofréquence, le taux de récidive était nettement supérieur. Alors par rapport à la chirurgie dans les petites tumeurs de cette taille-là, le taux de récidive, il est de l'ordre de 0,8 à 1%, donc il est encore plus bas. Mais bon, il faut voir le type de patient, parce que les patients notamment qui ne peuvent pas avoir d'anesthésie, on peut se permettre d'avoir un taux de récidive de 4% si de toute façon on ne peut rien leur faire d'autre. Par contre, la radiofréquence, on avait des taux qu'elle est jusqu'à 12% de récidive après. D'autres questions? Oui, Iraj. C'était pour dire que je suis ébloui par ce que vous avez fait et que je vous présentez. J'ai entendu que vous faites des études en allant chercher de l'argent au niveau de l'État et que c'est difficile de l'obtenir. Sachez que les organismes qui s'intéressent à financer pour le cancer sont très friands d'avoir des dossiers, des projets de chirurgie, de l'imagerie, de tout ce qui est de ce genre. N'hésitez pas à aller sur le site de la Fondation de l'Arc, de la Ligue. Vous faites des dossiers et vous avez de l'argent beaucoup plus et beaucoup plus rapidement. C'est ça que je voulais vous donner comme information. Bien entendu, ça, c'est une excellente nouvelle. Merci, c'est une belle conclusion, ça. Merci Paul, merci Alexandre, merci à vous tous. Merci, on s'excuse pour les problèmes techniques qui ont été un peu fréquents aujourd'hui. D'habitude, ça se passe mieux, mais enfin, on avait une séance qui avait beaucoup d'imagerie et donc on prend plus de risques.